La classe politique honore la mémoire de Laurent Kabila et garde le silence sur les circonstances de sa mort. Les compagnons de Laurent Désiré Kabila, conduits par Papa Yerodia Abdoulaye Tombasi, sénateur. Pourtant, en marge des cérémonies officielles, les langues se délient. Le sénateur Abdoulaye Yerodia fut l'idéologue de Laurent Kabila. Les gens qui sont en prison, je ne pense pas que c'est eux. Ils ont porté le chapeau et tout. Il était difficile de trouver les vrais auteurs de cette infamie. Personne n'a de doute sur l'innocence des prisonniers. Mais alors qui sont les véritables coupables? Que s'est-il exactement passé le jour de l'assassinat? Rachidi, garde du corps du président, entre dans le bureau. Il tire 3 balles sur Kabila qui meurt sur le coup. Rachidi tente de fuir, mais il est neutralisé par un autre garde du corps qui lui tire dans les jambes. Alerté par les détonations, l'aide de camp de Kabila, le colonel Eddy Kapend, accourt sur les lieux et exécute Rachidi. Mais Rachidi avait un plan de fuite. Il devait franchir le mur d'enceinte derrière lequel Georges Mirindi, un autre garde du corps, l'attendait dans une voiture. Ne voyant pas Rachidi venir, Georges Mirindi part seul. Georges Mirindi sera brièvement arrêté et avouera avoir participé à l'assassinat. Mais chose étonnante, il réussira à s'évader. Au procès, la Cour se contentera de ses aveux actés dans un procès verbal. A comparu le dénommé Mirindi Georges. Reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat du président Kabila le 16 janvier 2001? Oui. Comment avez-vous participé? Je vous donnerai les détails demain. Pourquoi demain et pas aujourd'hui? Je ne suis pas disposé aujourd'hui à cause de mon état de santé. Pouvez-vous nous donner les noms des gens avec qui vous avez préparé et exécuté cet attentat? Je vais vous donner leurs noms demain. Georges Mirindi promet pour le lendemain des explications sur son rôle dans l'assassinat. Mais au petit matin, il s'évade. Antoine Voumilia était dans le même cachot que Georges Mirindi lors de son évasion. Une nuit, vers 3 heures du matin, nous voyons un certain Kassongo, Chap-Chap, comme on l'appelait, qui était directeur de renseignement. Il est entré dans le cachot. Nous savions, bon, qu'il est venu comme d'habitude pour torturer, interroger. Mais il dit ce jour-là, bon, voilà, je vais appeler 3 noms. Il appelle 3 noms. Le major Bora, devenu général par la suite au sein de la rébellion du RCD. Il appelle le lieutenant Georges Mirindi, qui est devenu par la suite colonel. Il appelle aussi le lieutenant Bahati. Il dit, venez, je vais vous torturer, vous allez voir. Vous avez tué le chef de l'État, et patati et patata. Et à ce qui me semble, Bora était déjà prêt, savait qu'il allait partir parce qu'il était bien habillé avec un pantalon jeans, une chemise au-dessus. Et quand on l'a appelé, je l'ai vu mettre une salopette au-dessus et prendre une petite Bible glissée dans la poche derrière de son pantalon. Ils sont sortis de leur cellule. La porte a été ouverte, ils sont allés derrière la porte. Et nous sommes précipités tout près de la porte parce qu'il y avait des petits trous, des trous de serrure, pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et ils parlaient, les 3, avec l'officier Chap-Chap. Alors, quand le directeur de renseignement, Chap-Chap, Salomon s'est rendu compte que nous étions en train de regarder, de lorgner à travers le petit trou, il a dévissé l'ampoule, une ampoule qui se trouvait tout près de lui, il a fait noir et nous ne pouvions plus rien voir. Et le matin, on dira que bon, voilà, ils se sont évadés.
Ces jeunes gens qui, semble-t-il, étaient impliqués dans l'assassinat ont été arrêtés immédiatement. Et alors que nous étions toujours occupés à gérer la situation, quelqu'un est venu et a donné de l'argent aux gardiens, qui ont ensuite laissé les prisonniers s'échapper. D'ailleurs, les gardiens et les prisonniers ont disparu ensemble. Je pense qu'ils sont allés à Brazzaville. Nous avons donc compris qu'il y avait un véritable complot derrière l'assassinat et que tout était fait pour que ces types commettent leur forfait et disparaissent ensuite. La Cour évitera d'approfondir la question qui pourrait gêner le nouveau président du Congo et condamnera ces militaires à la peine de mort. Quant aux 2 suspects en fuite, Georges Mirindi et Héritier, ils seront condamnés à mort par contumace. Ils se réfugient au Rwanda, puis dans l'est du Congo, où ils sont accueillis par les rebelles du RCD qui se battent contre le régime de Kabila. Georges Mirindi est promu colonel, et Héritier fait prospérer ses affaires sous la protection bienveillante des rebelles qui contrôlent cette région riche en minerais. Ces relations entre les gardes du corps, Héritier, les rebelles et leurs alliés rwandais sont suspectes et laissent penser qu'ils ont pu organiser ensemble l'assassinat. Autre fait troublant. Le soir de la mort de Kabila, ce sont les services de renseignement du Rwanda qui les premiers ont fait circuler la nouvelle. Un de leurs agents a même confié à un diplomate britannique « Ce sont nos hommes qui ont fait le coup ». Mais ce n'est pas la seule puissance étrangère qui pourrait être impliquée. Les relations entre Kabila et les États-Unis étaient difficiles. Dès le début de la guerre, les États-Unis prennent fait et cause pour le Rwanda. Ils exigent de Kabila qu'il dépose les armes et participe à des pourparlers de paix. Ils demandent aussi une ouverture économique. Mais Kabila, le vieux révolutionnaire, rejette leurs demandes et se tourne vers la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les positions de Kabila auraient-elles gêné les États-Unis? Les gardes du corps qui ont tué Kabila étaient en contact avec une colonelle de l'armée américaine basée à Kinshasa. Dans les poches de Rachidi, Rachidi a battu, mais des cartes de visite des diplomates américains vont être retrouvées dedans, dans ses poches. Avant l'assassinat, Georges Mirindi était déjà arrêté parce qu'en connivence avec des agents de renseignement de la CIA à Kinshasa. Il était déjà arrêté. Mais pourquoi on l'a gardé encore autour dans la sécurité du chef de l'État? Point d'interrogation. Il avait été libéré. Il était libéré à l'époque. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui les démontraient qu'ils étaient en rapport avec tout cela. Des militaires gardes du corps d'un président, des rapprochés, avec des cartes de visite des diplomates étrangers. C'est-à-dire qu'il y a des contacts privés qu'ils prenaient, en dehors des règlements qui devaient régir la sécurité rapprochée d'un chef de l'État. Ma thèse est la suivante. Ces jeunes gens ont été manipulés par des forces extérieures. Il est étrange que l'attaché militaire de l'ambassade américaine ait pris l'avion pour quitter le pays ce jour-là. Et en laissant derrière elle des indices de sa relation avec le groupe des assassins. Étrange. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aviez le nom de l'attaché de défense de l'ambassade américaine? Oui. Il y avait des indices qui prouvaient qu'elle était en relation avec ces jeunes gens. Elle connaissait leur nom et elle leur avait laissé un message. La commission d'enquête a mis la main sur ce papier. Quel morceau de papier? C'était sa carte de visite. Au dos, elle avait écrit « S'il vous arrive quoi que ce soit, contactez cette personne ». Et elle a laissé cette carte à l'un des gardes du corps. Étrange. Et vous aviez trouvé cette carte de visite? Oui, la commission l'avait. Ce sont sur ces éléments que ma thèse se base.
Il y a eu une intervention extérieure. C'est clair. Si vous prenez les Libanais, que vous y ajoutez le groupe de Massassou, puis tous ces gens, il est facile de comprendre que ce complot avait été préparé de longue date. L'attachée de défense de l'ambassade américaine a reconnu qu'elle était en contact avec les gardes rapprochés de Kabila, mais elle nie toute implication dans l'assassinat. J'ai quitté le Congo peu après l'assassinat, mais c'était une pure coïncidence. Oui, j'avais été en contact avec les gardes du corps. Ils formaient une espèce de bande et mes contacts avec eux étaient très informels. On a certainement pris quelques bières ensemble, mais je ne leur ai jamais donné d'argent. Néanmoins, l'élimination de Kabila arrangeait les Américains. Et ils ont peut-être laissé faire, comme ils l'ont fait 40 ans plus tôt presque jour pour jour, lorsque l'Occident organisait l'élimination d'un autre leader congolais, Patrice Emery Lumumba. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Comme Lumumba, Kabila refusait de se soumettre à l'hégémonie occidentale. Notre dernière chance de faire la lumière sur cette affaire se trouve en Suède. C'est là que Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est finalement réfugié. La Suède, comme toute la communauté internationale, a dénoncé l'iniquité du procès Kabila et a ouvert ses portes aux prisonniers qui ont réussi à s'évader. À notre arrivée, nous sommes accueillis par certains d'entre eux. Ils étaient condamnés à mort, mais ils sont parvenus à s'évader en 2006, après 6 années passées en détention. Là, vous êtes loin de chez vous, hein, c'est l'isolement? Ici. Mais on est mieux ici parce qu'on est loin du Congo. Pour venir me chercher ici, vraiment, tu dois te préparer. Hein, hein Zaïd? Quelqu'un voudrait venir vous chercher? Pour venir me chercher et me faire du mal ici, vraiment, tu dois te préparer. Parce que c'est très loin. Toi-même, tu as vu que c'est très loin. C'est le bout du monde? C'est le bout du monde. Nous sommes à 45 km du cercle polaire du Nord. Hein? 45 km. Il y a des gens qui vous voudraient du mal, encore? Ça, c'est pas une question à nous poser. Expliquez-le. Kabila nous cherche, non? Nous, on l'a rien fait, mais lui a peur de nous. Il a peur de nous parce qu'il sait que... Maintenant, nous, on connaît beaucoup de choses sur lui. Bon, il nous a sacrifiés pour rien. Pour des choses que lui connaît et que nous, on ne connaît pas. Alors oui, il a peur de nous. Parce qu'on peut dévoiler les secrets. Les secrets que lui seul connaît et les autres. C'est-à-dire, il y a un secret. C'est quoi? Que le pouvoir entretient et ses opposants, les RCD. Il y a quelque chose qui les lie. Ils ont tué Kabila. Le pouvoir Kabila connaît. Les gens du RCD connaissent, mais il faut sacrifier des innocents. Qui étaient nous? Heureusement que moi j'en suis sorti. Et je suis libre en Suède aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exil a réuni ces réfugiés politiques. Mais si les innocents ont passé de longues années en détention, Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est évadé avant même l'ouverture du procès et n'a jamais répondu au chef d'accusation qui pèse contre lui. Lui sait qui a organisé l'assassinat, mais aujourd'hui encore, il est difficile de le faire parler. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai aucune théorie. La bonne théorie peut seulement résulter d'une commission d'enquête ad hoc. Cette commission d'enquête a présenté, laquelle on a présenté des versions qui ont conduit à des doutes et à un flou là, politiser le procès suffisamment pour qu'il n'y ait jamais de vérité. Donc c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une idée. On peut juste lire la presse. Qu'est-ce que la presse Pourtant pour nous c'est très clair. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis il a été abattu par Chirimakula qui l'a tiré dans les pieds. Oui. Et puis ensuite Idi Kaplan est venu, l'a exécuté.
Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire, mais la vérité est autre. Rachidi Chiribagula antira sur Rachidi. Chiribagula n'a pas vu Rachidi tirer Kabila. Il a tiré sur lui, pourquoi? Parce qu'il a vu Mota courir et dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Oui. Imaginons Mota. Si on peut imaginer que des balles viennent ici, si on sait les coups, ce que ça peut faire. Mota, un civil qui va courir derrière un militaire. Mota n'a même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer, lui aussi on peut le tuer. Mota, il est qui ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un. Chiribagula avait entendu les coups de feu. Et il voit Rachidi sortir en courant du bureau. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chiribagula que peut-être Rachidi courait pour une ou une autre raison? Est-ce que Chiribagula a eu le temps de communiquer avec Rachidi? Est-ce que Chiribagula a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis? Est-ce que donc c'est très flou. Hein? Et les Libanais? Oui. Héritier, Bilal héritier. Je m'attendais que ce genre de questions arrivent. Les Libanais. Héritier, je l'ai connu, effectivement. Je connais Héritier à l'ANER. C'est-à-dire quand, avant Georges Leta Mangassa, il y avait un certain Emile Kanyengele qui était chef de l'ANER. Alors, on a parlé, vous voyez le fils qui est en prison à Kinshasa, Mouranzi, Bouroum Fiston. J'ai un rapport avec le Libanais, je ne comprends pas, on s'écarte, j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. Oui, non. La question, c'est par rapport au Libanais. On dit ce Bilal héritier. Pourquoi est-ce qu'on tue 11 Libanais le soir de l'assassinat? On dit que c'est un rapport avec un certain Bilal héritier qui travaille dans l'entourage du chef de l'État. Peut-être ils peuvent travailler, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Chez Kala, il y avait beaucoup de gens qui venaient, des Blancs, des Arabes. S'il est aussi venu un jour, je ne sais pas. Il ne faut pas compter sur Georges Mirindi pour reconnaître son rôle dans l'assassinat. Là, je le faisais sortir. En attendant, à la prison de Kinshasa, d'autres paient pour le crime. Dans la prison de Kinshasa, un détenu politique filme avec une caméra cachée dans la pochette de sa Bible. S'il se fait prendre, il peut être exécuté. Il a été condamné sans preuve à passer le restant de ses jours en prison, accusé d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce que on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce que il fallait très vite donner au peuple, qui c'est certain aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà. Nous sommes 51 personnes qui sommes encore là à cause de ce dossier. Il faut que la vérité soit restituée. Il faut que la vérité soit restituée. On ne bâtit pas un pays sur la base de mensonges. Lumumba est mort. On ne sait pas trop bien comment. Kabila vient de mourir. Il est mort aussi. On ne sait pas trop bien comment. Et comment un pays va se construire sans connaître la réalité sur son histoire. Moi, je crois que on est mal parti. On est mal parti. Très mal parti. Avec des cadavres enfouis. On ne construit pas un pays avec des cadavres dans les placards de l'histoire. On est mal parti.
Il y a un autre micro fixe qui est le filaire qui est là. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison, des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père, un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie? Merci. Amnistie ou non, pour ceux qui ont été condamnés à l'assassinat du feu mon père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez. Il y a eu 2 ou 3 assassinats aux États-Unis de président de la République. On a amnistié combien de ces assassins? Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. C'est la 3e fois que M. Zeitman me pose la question. Et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer la décision de la justice congolaise. C'est également cette prophétie que vous avez donnée par rapport à Tshisekedi. Monsieur Willy Michiki, est-ce que c'est Dieu qui vous avait dit que Tshisekedi va mourir comme il est allé en Europe? Est-ce que, puisque vous êtes prince, on reconnaît en vous, autorité traditionnelle, certains pouvoirs mysticaux, je ne sais pas comment expliquer ça. Comment, humainement, vous pouvez vous prédire la mort de Tshisekedi? Et aujourd'hui, ça enflamme toute la République pratiquement. Oui. Ben, écoutez, d'abord, j'aimerais dire ici que je ne m'immisce pas, je ne dois pas m'immiscer dans la justice, le fonctionnement de la justice. La justice doit être indépendante, elle ne doit pas subir de pression.